Merci surtout à vous d'être venus pour une conférence sur un thème sur lequel on n'a quand même pas vraiment l'habitude d'échanger et pourtant qui est assez fondamental. Donc, pour vous présenter très rapidement d'où je vais causer. Oui, d'où je cause, donc l'Observatoire des armements, c'est un centre d'expertise qu'on a cofondé à plusieurs personnes sur Lyon en 1984, donc il y a bientôt 40 ans, avec pour intervenir sur deux axes principaux, sur la question des ventes d'armes et la réduction des ventes d'armes, leur contrôle, et bien sûr l'élimination des armes nucléaires, avec là aussi une focale un peu particulière où on a travaillé sur les conséquences des essais nucléaires de manière assez importante. Et on a aussi après une activité un peu d'archivage et de valorisation de la mémoire militante, parce que ça aussi c'est souvent un problème qu'on oublie, mais qui est extrêmement important de valoriser toutes les actions qui permettent que les choses elles avancent dans le monde et en France notamment. Et c'est dans ce cadre qu'on participe, qu'on anime la campagne ICAN qui a été lancée en 2007 au niveau international. Et donc nous en France, on l'anime depuis le début. Et qui donc, au bout de 10 ans d'action au niveau international, a obtenu le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ce qui lui a permis aussi d'avoir le prix Nobel de la paix, justement à la fois parce qu'on avait obtenu le traité d'interdiction, mais aussi sur la manière dont on avait obtenu ce traité, c'est-à-dire par l'implication de la société civile dans des débats sur le désarmement. Donc c'est sur ces deux thématiques qui font qu'on a eu le prix Nobel de la paix. Pour parler des armes nucléaires, j'aime bien utiliser cette phrase, enfin ce discours, cet extrait en tout cas de l'éditorial qu'Albert Camus avait fait au lendemain de la première utilisation de la bombe nucléaire. Donc, puisque la première bombe c'est le 6 août, lui il a écrit son éditorial le 8 août, parce qu'il y avait quelque part dans ce texte, là il n'y a qu'un extrait, il avait tout compris des enjeux que posait cette utilisation du nucléaire comme instrument de puissance. Et donc voilà, c'est pour ça que je reprends cette phrase-là. Et surtout, il avait aussi compris l'enjeu que c'était au niveau des populations, la société civile, comme on dit maintenant, de s'engager pour pouvoir l'éliminer, parce que sinon, effectivement, le risque, bon, comme il le dit avec ses mots, la situation c'était l'enfer et pas la raison. Depuis donc 1945, on a l'impression qu'on est plutôt dans l'enfer que dans la raison, même si pour le moment il n'y a pas eu d'autres utilisations de manière massive ou de manière importante comme à Hiroshima ou Nagasaki. Au niveau de l'arsenal nucléaire mondial, aujourd'hui, enfin en 2022 ou 2023, on est à peu près autour de 17 000 bombes. Vous avez deux blocs donc, qui montrent la Russie et les États-Unis qui ont eux plus de 90% des armes nucléaires. Et après, les autres puissances qui ont les armes nucléaires, les 7 autres puissances qui ont l'arme nucléaire, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que, même si c'est 9 de trop, il n'y a que 9 puissances nucléaires. À certaines périodes, dans les années 60, au moins une quarantaine d'États cherchaient à avoir l'arme nucléaire. Donc en plus des États-Unis et de la Russie, qui ont à peu près le même nombre d'armes nucléaires, en fonction d'accords bilatéraux qu'ils ont eu entre eux, pour les réduire. On a donc après une série de pays qui ont, Chine, France, Royaume-Uni, qui ont à peu près le même nombre d'armes nucléaires. La Chine un peu plus autour de 400, la France 300 et le Royaume-Uni un peu moins. Donc les deux blocs plus ces trois pays, c'est les pays membres du Conseil de sécurité, membres permanents, donc qui ont, dans le cadre du TNP, qui se déclarent qu'ils ont le droit d'avoir cette arme nucléaire. Après, on a une série de 4 pays qui n'ont pas voulu rejoindre la légalité internationale qui s'est mise en place. Pakistan, Inde, Israël et Corée du Nord.
Les trois premiers, dès le départ, dès les années 70, ne voulaient pas rejoindre le traité limitant les nombres de pays, mais l'ont pas signé tout simplement et ont développé leur programme. Et la Corée du Nord, qui au départ avait signé ce traité de non-prolifération, s'en est retirée en 2003 pour pouvoir développer son arsenal. Mais en plus de ces 9 pays, il y a des armes nucléaires qui sont entreposées, des armes nucléaires américaines dans les différents pays européens. Aujourd'hui, dans le cadre de la guerre en Ukraine, on parle de la Russie qui veut mettre des armes en Biélorussie, mais on oublie, entre guillemets, que depuis de nombreuses années, il y a des armes américaines qui sont entreposées en Europe, donc dans 5 pays. Des armes qui sont en cours d'amélioration, de renouvellement pour les rendre plus performants. Et donc c'est pour ça, dans le débat sur Poutine voulant mettre des armes en Biélorussie, il faudra aussi qu'on s'interroge sur nous, pourquoi il y a ces armes-là en Europe et qu'est-ce qu'on fait pour les éliminer si on veut empêcher à d'autres de pouvoir en mettre ailleurs. Il ne faut pas être dans le deux poids, deux mesures. Au niveau de la France, puisque bon, c'est là qu'on essaye d'agir, donc c'est pour ça que j'insisterai un peu plus sur la France. Au niveau du nombre d'armes nucléaires qu'elle en a 300, un nombre qui a été calculé pour proportionner, donc si on utilisait ces 300 armes nucléaires un jour, pour en gros faire des dégâts chez l'ennemi équivalents à la France, au nombre de Français et Françaises. Donc effectivement, pour pouvoir éliminer l'équivalent de 66 millions, 68 millions. Donc on est vraiment dans une logique de riposte, même si la France est éliminée, puisque effectivement, la manière dont c'est conçu le système, elle pourrait être déclenchée, utilisée, même le jour où la France serait éliminée par des armes nucléaires. Donc pour se venger, tout simplement, post-mortem. Ces forces nucléaires se répartissent en 2 composantes importantes. Donc, une qui est des sous-marins, qui permet d'avoir en permanence à la mer, donc 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, un sous-marin qui emporte l'équivalent de 1000 Hiroshima. Et on a une deuxième force, la force aérienne, donc c'est les Rafales dont on nous vend tant les mérites régulièrement, qui eux peuvent emporter des missiles, une ogive nucléaire, qui est l'équivalent de 20 fois Hiroshima, des avions qui servent, selon la doctrine officielle, qui peuvent servir à faire ce qu'ils appellent, dans le langage officiel, des frappes d'avertissement, d'ultime avertissement. Le président de la République, puisque la décision partirait d'une seule personne, le président de la République, on l'élit au suffrage universel pour cela. L'élection au suffrage universel, c'est fait pour qu'il ait la légitimité d'appuyer sur le bouton. C'était en tout cas ce que voulait De Gaulle en 1962 quand il a mis en place le suffrage universel. Ça, on l'a oublié maintenant dans les débats au moment des élections présidentielles. Tous les uns après les autres, de Gaulle à aujourd'hui, ils estiment qu'effectivement, ils seraient légitimes d'utiliser cette arme dans la mesure où ils ont été élus. Cet ultime avertissement doit se faire même si la France n'a pas été frappée par une frappe nucléaire. Estime qu'il y a eu une atteinte aux intérêts vitaux de la France sans que ceci ne soit défini. Encore selon le discours officiel, pour restaurer la dissuasion. Ce qui interroge effectivement sur la confiance qu'eux-mêmes ils ont dans la dissuasion nucléaire, dont le rôle, justement, est d'empêcher cette atteinte aux intérêts vitaux de la France. Et donc à préserver la paix, pour reprendre les discours officiels. Voilà. Bien sûr, tout cela, ça a un coût important. Donc j'ai pas pris les coûts au niveau international, mais juste les coûts déjà au niveau français. Surtout qu'en ce moment, on a démarré un exercice, bon, vous avez entendu parler début avril de la loi de programmation militaire, dans lequel va être engagé plus de 413 milliards
d'euros sur les 7 prochaines années pour l'ensemble des forces armées, loi de programmation militaire qui ont été mises en place justement dans les années 60, enfin même fin des années 50, pour pouvoir bâtir la force nucléaire. Parce que construire un arsenal nucléaire, ça ne peut pas se faire d'année en année avec des budgets qui peuvent être aléatoires, parce que le budget militaire est voté tous les ans. Donc ils ont voulu mettre en place ce qu'ils appellent une programmation, de façon à avoir des engagements sur plus longtemps, sur donc 6 ou 7 ans suivant les années. Et pour la première fois, c'est dans les annonces qui ont eu lieu autour de cette nouvelle loi de programmation militaire qui va couvrir les années 2024 à 2030, aucun chiffre n'a été donné sur l'arme nucléaire. Dans les documents qui ont été produits, c'est-à-dire le projet de loi, l'étude d'impact qui accompagne toujours les projets de loi, le dossier de presse qu'a fait le ministère des Armées, comme il fait chaque fois, c'est pour cette fois, parce que on a vérifié par rapport aux fois précédentes, le montant pour les armes nucléaires n'était pas indiqué. Il a fallu attendre l'audition du ministre de la Défense devant la commission de la Défense à l'Assemblée nationale, qu'un parlementaire lui pose la question, parce qu'autrement, c'est pas lui dans son discours de démarrage qu'en avait parlé, de savoir quel était le coût qui était consacré sur ces 413 milliards à la dissuasion nucléaire. Et là, il a donné un pourcentage, comme si ça les gênait effectivement d'assumer le coût réel de cette arme. Il a parlé de 13% de l'enveloppe globale, donc bon, après c'est facile à calculer, ça fait effectivement un montant de 53-69 milliards d'euros, donc, et avec une moyenne annuelle de 7 milliards 67. Des chiffres qui en soi, on a du mal à imaginer ce que ça signifie. C'est pour ça que je vous ai mis les comparaisons par rapport aux précédentes lois de programmation, pour voir la progression de ce que nous coûte l'arme nucléaire. Donc vous l'avez au fil des années, et donc on voit des progressions effectivement extrêmement importantes, puisque bon, il y a une vingtaine d'années on était à pas encore 3 milliards, et donc là on va passer à 7 milliards progressivement. De manière après précise dans les budgets, dans les documents officiels, tous les coûts ne sont pas intégrés dans ce qu'ils appellent les coûts de la dissuasion nucléaire. Et des coûts importants ne sont pas intégrés. Notamment les vecteurs pour envoyer l'arme nucléaire, les rafales, le coût des rafales qui sont extrêmement importantes, ces avions de combat ne sont pas intégrés. Le coût des salaires, le fonctionnement du personnel militaire attaché à la dissuasion nucléaire, ils sont quand même quelques-uns. Ça aussi, c'est pas compté dans les coûts de la dissuasion. Et je ne parle pas des coûts extrêmement importants de gestion, de démantèlement des arsenaux, puisqu'ils sont renouvelés régulièrement. On est à la 3e génération qui va être mise en place. Donc les 2 autres sont en cours de démantèlement pour la première, la deuxième, pas encore, mais elle sera bientôt en cours de démantèlement. Et la gestion des déchets nucléaires, qui là sont sur des années pas possibles au niveau du nombre d'années. Et donc, puisque on parle de la question des déchets nucléaires, mais pile aux centrales nucléaires, alors qu'en fait, dans la globalité du stock des déchets nucléaires de la France, 10%, 9% pour être précis, sont liés aux militaires. Donc c'est quand même des notions aussi importantes et des coûts extrêmement importants qu'il va avoir. Dans les éléments importants, c'est bien sûr cette absence de débat, et c'est toute l'importance des débats comme aujourd'hui. C'est vraiment l'absence de débat qu'il y a depuis les années 50 que la France a décidé de construire l'arme nucléaire, depuis d'ailleurs 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque le commissariat à l'énergie atomique est l'organisme en France qui est chargé de mettre en place l'arme nucléaire, a été créé le 18 octobre 1945, donc très très rapidement à la fin de la guerre, pour pouvoir mettre en place ce programme, même si ça a pris un certain temps avant que l'arme nucléaire soit effective au niveau de la France. Donc effectivement, c'est une absence de débat,
Et bon, là, je vous ai mis quelques citations récentes, des citations qui montrent ces contradictions-là. Il y en a énormément, tous les hommes politiques en ont eu d'une manière ou d'une autre. Là, j'en ai pris sur bon, Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui est aux manettes du pouvoir aujourd'hui, et aussi du ministre de la Défense, enfin, ministre des Armées, qui reconnaît qu'effectivement, c'est pas consensuel dans notre pays, mais qui veut pas que quelque part il y ait de débat, ou qui se tiennent à huis clos. Et c'est ce qui se passe, effectivement, puisqu'à l'Assemblée nationale, ils ont fait une série d'auditions sur la dissuasion nucléaire. Elles étaient à huis clos. Et ces auditions concernaient, pour l'essentiel, que des gens qui étaient en faveur de l'arme nucléaire, c'est-à-dire les chefs d'état-major des armées, armée de terre, armée de l'air et de marine. C'était des industriels concernés par l'industrie. Et il y a eu une seule table ronde où ils ont invité 3 personnes, dont une n'était pas en faveur de l'arme nucléaire. Les 2 autres l'étaient plus ou moins. Il y avait l'évêque aux armées, qui a une position assez ambiguë en France sur cette question. Il y avait un chercheur d'un institut qui est financé par le ministère de la Défense et des Affaires étrangères, donc là aussi, par rapport à la France, très timide, et une personne d'ICANN qui est invitée, histoire de montrer qu'on est en démocratie, mais quand vous avez une vingtaine de personnes qui sont en faveur de l'arme nucléaire, qui sont là pour défendre cette arme, et une personne qui est là pour dire le contraire, c'est pas ce qu'on appelle un débat démocratique. Et donc ça, c'est vraiment des questions et sur lesquelles on est en plus en recul. Parce qu'il y avait eu une précédente série d'auditions en 2014, aussi du même type sur la dissuasion nucléaire, où là, on avait eu la chance d'être 3 opposants à l'arme nucléaire, d'inviter sur... il y avait eu 23 ou 24 personnes en tout invitées, et on avait été 3, mais c'était pareil, 3 sur une vingtaine, là 1 sur une quinzaine de personnes. C'est pas ce qu'on appelle vouloir avoir un débat démocratique, surtout quand on sait que ça pose problème, parce qu'ils le savent bien que ça pose problème, et c'est la dernière citation là au Sénat, du président de la Commission des Affaires étrangères, donc un personnage quand même relativement haut dans la hiérarchie de l'État, qui reconnaît qu'il ne faut pas ouvrir le débat, parce que ça va permettre aux opposants, donc à nous, de pouvoir dire ce qu'on pense, et donc ça pourrait créer un doute dans l'esprit des Français. Et donc, bon, sur les bombes qui ont explosé, sur les effets des armes nucléaires, juste rappeler qu'il y a eu Hiroshima et Nagasaki, ça on l'a un peu tous en tête. Ce qu'on oublie souvent dans le débat, c'est qu'il y a eu aussi plus de 2000 essais nucléaires, donc avec le nom d'essais nucléaires qui peut donner l'impression que c'est des petits essais, des choses plus minimes qu'une explosion nucléaire, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est des explosions nucléaires, dont certaines, pour la France, la plus forte, c'est ce que je vous a été plus d'une centaine de fois, celle d'Hiroshima. L'essentiel des essais nucléaires étaient des bombes qui étaient au minimum l'équivalent d'Hiroshima, mais souvent, et presque toujours, 10, 20, 50 fois plus fortes qu'elle. Alors bien sûr, elles n'étaient pas faites au-dessus des villes, mais elles étaient faites dans des régions où, pour certaines, il y a des gens qui habitent au moins à proximité, et donc bien sûr, ça crée des conséquences sanitaires, environnementales, à la fois pour les populations, à qui on n'a pas demandé leur avis. Elle peut à la fois être utilisée dans le cadre de conflits, on n'est pas à la merci qu'un président, à un moment donné, décide de l'utiliser, mais aussi à partir du moment où on développe cet arsenal qui est mis en alerte en permanence. Pour la France, je vous ai parlé de ce sous-marin qui est en permanence à la mer, mais toutes les puissances nucléaires ont des armes nucléaires prêtes à être utilisées, notamment au niveau des États-Unis et du Royaume et de la Russie, j'ai envie de dire, dans le quart d'heure qui suit la décision du président de la République. Les armes peuvent partir, peuvent être déclenchées, les tirs peuvent être déclenchés. Donc,
on n'est pas à la merci, effectivement, d'un accident. Plusieurs fois, on s'en est approché de manière très forte. Donc sur les effets, effectivement, après les différents types d'effets. Aujourd'hui, là, ces éléments, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Aujourd'hui, il y aurait une guerre, un tir, une bombe, même l'équivalent de celle d'Hiroshima, qui serait utilisée sur une ville. Les effets seraient encore multipliés, puisque le fonctionnement des villes d'aujourd'hui n'est pas du tout le même que le fonctionnement à l'époque, ne serait-ce que tous les services de secours, de sécurité sont reliés avec Internet, avec les ordinateurs, dépendent de l'électricité et des circuits informatiques qui seraient annihilés immédiatement en cas d'explosion nucléaire et donc qui renforceraient notamment les dégâts causés, les conséquences de cette explosion. Donc tous les services de sécurité seraient paralysés, de santé, complètement. Donc ça aussi, c'est des éléments, on avait fait une étude sur s'il y avait une bombe qui tombait sur Lyon, on peut le faire sur chacune des villes, on pourrait le faire sur Montpellier, pour mesurer les dégâts que ça provoquerait, pour prendre conscience du risque, surtout que c'est des dégâts qui ne sont pas immédiats, seulement immédiats. Les effets ne sont pas non seulement sur les personnes qui étaient à une distance plus ou moins proche de l'explosion, bon, qui se compte en kilomètres quand même, la distance, il ne faut pas l'oublier, mais qui se posent aussi pour les générations suivantes, que les effets se prolongent sur les générations suivantes. Aujourd'hui encore, au Japon, les générations qui ont suivi donc ceux d'Hiroshima subissent les conséquences de cette explosion de 1945, de même pour les essais nucléaires que l'on a fait. Il y a eu le personnel qui a participé aux essais, mais pas que, leurs enfants actuellement, et sans doute les enfants de leurs enfants, pour un certain nombre, subissent des problèmes de santé liés au fait que leur père, puisque c'était essentiellement des hommes qui ont participé au programme d'essai, ont participé pendant 6 mois, 1 an, à 3-4 explosions nucléaires, notamment pour la France. Surtout la situation un petit peu qui est nouvelle et qui est importante, c'est cette guerre qui a été lancée par la Russie contre l'Ukraine, qui est venue raviver la question de la menace nucléaire de manière importante en Europe. On avait connu cette tension de la menace nucléaire pendant toute la guerre froide, mais pour un certain nombre de populations, après la guerre froide, on pouvait penser que c'était un problème terminé et qui fait qu'il y a beaucoup moins eu, après la guerre froide, de mobilisation aussi contre cette arme. La guerre en Ukraine vient la raviver, mais pas forcément dans le sens d'une mobilisation contre les armes nucléaires, malheureusement, mais aussi dans le sens d'un repli d'un certain nombre de populations par rapport à ça, de remise en cause du pacifisme qui pouvait être présent de manière très forte, notamment en Allemagne. Le danger que fait peser la Russie sur l'Ukraine, on en a une menace d'utilisation d'armes nucléaires, mais qui n'est pas la plus probable en termes de risque, parce que, bien évidemment, la Russie, si elle mène cette guerre, c'est pour annexer l'Ukraine, c'est pas pour la rendre inutilisable, et surtout avoir en retour de la radioactivité de manière importante. Ça serait assez suicidaire de sa part, mais là où il y a un véritable danger, c'est que c'est la première fois qu'il y a une guerre dans un pays qui a autant de centrales nucléaires civiles. C'est là où on voit quand certains, au niveau des dirigeants, essayent de faire la distinction nucléaire civile et nucléaire militaire, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes risques, etc. Si, c'est bien les mêmes risques qui se posent. Une centrale nucléaire peut très facilement se transformer en bombe à partir du moment où un missile conventionnel est lâché au-dessus d'un réacteur, tout simplement. Aujourd'hui, avec la guerre des drones, dont on ne sait pas
aussi compliqué que ça pour des personnes déterminées de faire tomber un missile conventionnel sur un cœur de réacteur. C'est surprenant, puisque bon, il y a eu quand même y compris dans les médias, quelques inquiétudes, des déclarations aussi des responsables par rapport au risque nucléaire que fait peser la Russie par la France et l'Union européenne. Il y a eu 10 trains de sanctions qui ont été pris depuis 1 an et quelques mois. Aucun ne concerne le nucléaire. Aucune sanction ne concerne le nucléaire, alors qu'on a des liens importants entre nos pays et la Russie par rapport au nucléaire, justement pour la fourniture notamment des barres pour pouvoir, des matériaux radioactifs pour pouvoir faire fonctionner nos centrales nucléaires. Alors que ces sanctions-là auraient aussi réellement pesé sur la Russie si, en plus des sanctions sur l'énergie, sur le gaz, elles auraient réellement pesé sur la Russie et donné aussi un signal fort aussi à la Russie par rapport à l'éventuelle utilisation de la menace nucléaire. Mais c'est là où on voit quand même que les puissances occidentales, on va dire pour aller vite, et la Russie, une certaine forme de connivence quand même par rapport à cette question du nucléaire. En tout cas, ils ont beau faire des grands discours pour dénoncer la Russie, mais malgré cette interdépendance qui a été créée au fil des années, ils ne veulent pas la remettre en cause, alors qu'elle serait importante de la remettre en cause, et qu'elle serait indispensable, et qui montre bien aussi toute la problématique du nucléaire, à la fois des liens entre nucléaire civil et militaire. Par rapport au nucléaire, depuis 1945, depuis que l'ONU s'est créée, il y a eu des bagarres qui ont été menées à la fois du côté de la société civile, de certaines organisations internationales, pour essayer d'éliminer les armes nucléaires. Pour se donner un signal, la première résolution de la première Assemblée générale de l'ONU demandait la mise en place d'une commission chargée d'éliminer les armes nucléaires. 1946, on est en 2023. Et il a fallu attendre, on va dire, 2017 pour qu'un traité sur l'interdiction des armes nucléaires soit adopté. Puisqu'avant, la seule législation qui avait été mise en place, mais à l'initiative des États-Unis et du Royaume-Uni, c'était un traité de non-prolifération. C'était l'idée qui avait été mise, il faut empêcher le maximum d'États d'avoir l'arme nucléaire, parce qu'eux, ils voulaient garder ce pouvoir que représente l'arme nucléaire. Et donc, la meilleure manière de garder le pouvoir, c'est aussi d'empêcher les autres d'avoir cette arme. Surtout que plus on multiplie le nombre de pays l'ayant, plus on prend le risque qu'elle soit utilisée. Donc, ils avaient proposé un marché dans les années 70 au reste du monde, avec ce traité de non-prolifération. C'est nous, les États, qui avons fait un essai nucléaire, les 5 puissances membres permanents du Conseil de sécurité. Nous, on est État doté de l'arme nucléaire, on s'engage à vous faciliter l'accès au nucléaire civil, alors que vous renoncez au nucléaire militaire. Et on prend l'engagement, donc c'est en 1970, de négocier un désarmement nucléaire de bonne foi, c'est les 2 mots importants, et à une date rapprochée, en 1970. Ce qu'ils n'ont pas fait, puisque bien évidemment la bonne foi, elle n'y est pas, entre les puissances nucléaires. Ils veulent maintenir leur arme nucléaire, c'est assez une certitude. Et aussi, à une date rapprochée, 1970, bon, on est quand même là aussi, ça fait quelques années qu'ils auraient pu arriver à négocier. Surtout quand ils veulent négocier sur certains sujets, les États arrivent à négocier des traités efficaces qu'ils mettent en place. C'était la seule réglementation, mais le travail citoyen avait permis, d'une part, la mise en place de zones, donc un certain nombre de pays qui déclarent être des zones sans armes nucléaires. Donc on le voit au niveau des différentes couleurs, beaucoup en Afrique et beaucoup donc sur l'Amérique. Du Sud, l'Amérique latine. Donc il y a eu toute une série de traités qui ont été signés, mis en œuvre par ces pays-là, justement pour ne pas avoir d'armes nucléaires.
qui s'inscrivent dans cette idée, justement, dans la suite du traité de non-prolifération. Ils mettent en œuvre ce traité de non-prolifération, tous ces pays qui n'étaient pas encore dotés de l'arme nucléaire. Alors parmi eux, il y en avait quand même certains qui, dans ces années 70, voulaient avoir l'arme nucléaire. Mais ils se sont engagés, ils ont tenu leur parole, eux, à la différence des autres. Est-ce que les essais nucléaires sont interdits? Donc ça c'est en 1995-1996 qu'ils ont été interdits, même s'il y en a eu encore quelques-uns après. Il y a eu d'autres traités qui sont en cours de négociation. Moi, je ne vais pas trop insister dessus parce que ça prendrait du temps, mais qui sont là aussi l'émanation des puissances nucléaires et qui sont quelque part voués à l'échec pour différentes raisons. Là où il y a eu un renversement justement de situation, c'est à partir de 2007, quand s'est lancée cette campagne AICAL pour abolir les armes nucléaires. Il y avait eu d'autres tentatives avant. Mais l'idée forte de cette campagne, ça a été l'ONU fonctionne sur le principe au niveau de l'Assemblée Générale, un État, une voix. Il y a une majorité d'États qui ne sont pas puissances nucléaires, qui ont respecté le traité de non-prolifération. C'est qu'une minorité d'États, les 5 plus les 4 autres, les 9 États nucléaires, qui ne respectent pas leur engagement du traité nucléaire. Mais comme ils ont le pouvoir au sein du Conseil de sécurité, on ne va pas passer par le Conseil de sécurité, on va passer par l'Assemblée générale des Nations Unies pour obtenir un traité d'interdiction des armes nucléaires. Parce que sinon, toutes les autres résolutions, toutes les autres décisions qui étaient prises étaient bloquées au niveau du Conseil de sécurité, bien évidemment. Et donc ça a été la force de cette campagne qui s'est appuyée, bien sûr, d'abord sur des campagnes citoyennes dans les différents pays. Il y a plus d'une centaine de pays où il y a des campagnes AICAL qui ont été menées, ce qui a permis en 10 ans d'obtenir un traité d'interdiction des armes nucléaires qui soit adopté par l'ONU à une majorité à l'époque de 122 États, donc sur 197, et ce traité a été adopté en 2017, le 7 juillet. Là, je vous ai mis un peu les différentes étapes. Après, on rentre dans le processus des Nations Unies. Il faut que les États le signent, après le ratifient, c'est-à-dire l'intègrent dans leurs droits internes du pays. Ce qui a été fait progressivement, puisqu'il y avait un quota, qu'il fallait que 50 États les ratifient avant qu'ils puissent rentrer en vigueur. Ce traité est rentré en vigueur en janvier 2021. Donc depuis, les armes nucléaires sont illégales au regard du droit international. Parce que jusqu'à ce traité, leur utilisation était illégale en fonction du droit, était contraire au droit international, au droit de la guerre, puisqu'il faut que les armes puissent distinguer civils des militaires, ce que l'arme nucléaire ne fait pas. Il faut que la riposte soit proportionnelle à l'attaque, ce que les armes nucléaires ne sont pas, parce que quand on utilise une arme nucléaire, les dégâts sont bien plus importants qu'une attaque qu'un pays peut avoir. Donc, leur utilisation, d'un point de vue légal, était interdite, mais pas le fait de la posséder, de la fabriquer et d'exercer la menace sur les autres États de l'utiliser, ce qu'on appelle la stratégie de dissuasion. Et donc, depuis maintenant l'entrée en vigueur de ce traité, bien évidemment, ces armes sont illégales au niveau du droit international, ce qui permettra de relancer des poursuites devant la Cour internationale de justice, ce qui avait été fait en 1996 de mémoire, mais elle avait botté en touche la Cour internationale de justice, parce que justement, il n'y avait pas de traité permettant d'appuyer son argumentation d'un point de vue juridique du droit international. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc ce traité est extrêmement important parce qu'il interdit bien évidemment l'utilisation, la possession, la fabrication, la menace d'utilisation des armes nucléaires, le TIAN. Il prend en compte aussi, ce qui est une nouveauté du droit international, la réparation des victimes des essais nucléaires et de l'environnement, ou des victimes d'Hiroshima aussi par la même occasion, de toutes les victimes du nucléaire, qui pourraient concerner aussi les travailleurs du nucléaire, d'ailleurs militaires, qui ont aussi des problèmes de santé. Quand on regarde au niveau du soutien que ce traité a, aujourd'hui, donc il y a 68 États qui l'ont ratifié, donc qui sont parties membres de ce traité,
c'est-à-dire qu'ils l'ont intégré dans leur droit interne à l'État. Il y a 26 États signataires, donc pour le moment, qui n'ont pas encore fait les procédures de ratification, parce que l'ONU c'est en 2 temps. Donc en tout, ça fait 92 États qui sont quelque part membres de ce TIAN, et donc ça veut dire là, une majorité d'États. 197, c'est le nombre d'États de la communauté internationale. Il y a 45 États qui le soutiennent, le traité, c'est-à-dire qu'on votait des résolutions à l'ONU soutenant le traité. Il y a une quinzaine d'États seulement qui sont dans des débats internes à l'État pour le soutenir ou pas, parce que face au risque de pression que peut exercer par exemple les puissances nucléaires contre elles, parce que bien évidemment les puissances nucléaires sont opposées, et on a 43 États opposés, c'est les 9 puissances nucléaires, plus leurs alliés, donc tous les membres de l'OTAN notamment, qui font partie, l'OTAN qui est une alliance nucléaire, une alliance militaire nucléaire, qui sont opposés à ce traité-là, et sont une minorité au niveau de la démocratie internationale. Et parmi tous ces États, bon, je ne parlerai peut-être pas de la même manière de la Chine ou de la Russie, mais des États comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, qui n'arrêtent pas de prôner le respect de la démocratie vis-à-vis des autres États, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Donc là, on est vraiment dans le deux poids, deux mesures, parce que non seulement ils le refusent, mais ils font pression aussi sur les États pour pas qu'ils rentrent dans cette logique-là. Sur lequel on a, nous, à se battre en France pour arriver à ce que notre pays, puisque c'est un pays démocratique, bascule et rentre dans ce processus d'élimination de ces armes nucléaires. Il peut y rentrer de différentes manières pour rejoindre le traité. Il y a cette citation qui est extrêmement récente, qui a été faite à l'Assemblée nationale par un des responsables de ceux qui font les éléments de langage de la France là-dessus. La France, en gros, depuis le début de la 5e République, a misé sur le militaire et le nucléaire pour assurer sa place dans le monde. Et donc ça, c'est des choix qui ont été faits par De Gaulle, hein, à l'époque, un peu pour, bon, pas compenser, mais enfin si, en partie, la défaite, enfin en tout cas l'écroulement de l'armée en 40, bien évidemment, la partie de la collaboration, le fait que la France, même si elle se retrouve à la table des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, elle n'est pas vraiment vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, ce serait plutôt le contraire. Et donc, De Gaulle a mis en place effectivement cette militarisation de la société à différents niveaux, et surtout ce développement de l'industrie d'armement, avec tout le développement des ventes d'armes, qui font qu'aujourd'hui, la France est le 3e exportateur mondial d'armes. Dans les derniers chiffres, on est en gros à 11%, la France est à 11% à peu près du marché mondial des armes, la Russie à 16%, et les États-Unis, bien évidemment, qui sont le premier, qui sont autour de 30%. Ça montre bien notre dépendance au niveau industriel par rapport à cette industrie-là, et que le non-développement d'autres types d'industries qui auraient permis que la France, effectivement, elle continue d'être présente sur le marché. Mais ça montre aussi le rôle qu'a cette militarisation dans nos sociétés, dans le fonctionnement social actuel, où on voit que la puissance militaire, c'est aussi ce qui permet à la France d'avoir ce niveau de développement qu'elle a. Mais ça devrait nous interroger. Notre niveau de développement, qui le paye? À quel prix? Combien de morts il est produit pour qu'on ait ce niveau de développement? Et c'est des questions-là qui ne sont jamais débattues, alors qu'elles devraient l'être. Est-ce que c'est ça qu'on veut collectivement au niveau de notre fonctionnement, de notre vivre ensemble? On devra en débattre, notamment chaque élection présidentielle, chaque élection parlementaire. On ne le fait pas. Cette militarisation, elle peut se maintenir parce qu'il y a tout un discours au niveau de l'éducation qui a été mis en place. C'est le rôle qu'on veut donner au SNU qui veut le rétablir, le service national universel. C'est bien pour contribuer à maintenir cette idéologie-là dans l'ensemble de la société. À
assez intéressant de montrer, la France se base sur se rapproche au TNP, justement en disant qu'il est accord adapté au maintien de notre dissuasion, alors qu'on l'a vu quand je vous ai mis l'article 6 du TNP, il leur demande normalement de négocier un désarmement. Mais eux, ils n'en tiennent pas compte. C'est le cadre qu'ils veulent garder qui leur donne, d'après eux, la légitimité de conserver justement leurs armes nucléaires. Refuser de rentrer dans ce processus-là en nous disant « mais vous vous rendez compte, si un État garde une arme nucléaire, il faut bien que nous on en garde quelques-unes pour pouvoir empêcher cet État-là de se retrouver et d'utiliser ». Mais ça, c'est plutôt un argument, j'ai envie de dire, de ceux qui veulent garder l'arme nucléaire, que leur donne un pouvoir supplémentaire par rapport aux autres. C'est pas une arme de dissuasion, c'est une arme d'exercice de la puissance. Mais les éléments, ils ont y compris fait pression sur l'Allemagne, parce que donc dans le cadre du Tian, il y a des conférences où les États se retrouvent entre eux pour discuter de l'amélioration du traité, de la mise en œuvre, de l'universalité de ce traité, l'universalisation, pardon. Et les Allemands, qui sont quand même pas complètement en faveur du traité au niveau du gouvernement, mais qu'au niveau de leur population, il y a quand même un courant pacifiste, même s'il est en train d'être remis en cause par la guerre en Ukraine, ces mouvements-là ont fait pression auprès des parlementaires pour que l'Allemagne participe à cette conférence la première a eu lieu l'année dernière, et qui a eu toute une campagne en France pour effectivement demander aussi à la France qu'elle participe comme observateur. On ne demande pas à la France dans un premier temps déjà de rentrer dans le processus, on lui demande au moins d'aller discuter avec les États majoritaires, donc de respecter le jeu démocratique et d'aller défendre leurs arguments et d'aller voir pourquoi ces pays-là sont opposés à l'arme nucléaire. Ça serait la moindre des choses, ce que la France refuse de manière très forte. 56 parlementaires demandent à la France de rentrer, d'aller comme observatrice. Ça aussi, ça n'avait pas bien plu, bien évidemment, au gouvernement. Le TIAN comme le TNP, ils ont des conférences d'examen régulières. Donc le TNP, c'est tous les 5 ans. Bon, il y a des conférences intermédiaires de préparation, mais ils ont ce qu'on appelle des conférences d'examen tous les 5 ans, dans lesquelles tous les pays se retrouvent, justement, pour discuter des avancées qu'il y a eu du traité, des éventuelles modifications. Et donc au niveau du TNP, puisqu'il est rentré en vigueur en 1970, il y a eu donc un certain nombre de conférences, il y en a eu 11 de mémoire. À chaque conférence, les pays, enfin un certain nombre de pays qui avaient renoncé à l'arme nucléaire interpellent bien évidemment les puissances dotées, donc celles qui ont l'arme nucléaire, pour leur dire « mais vous en êtes où de cette négociation d'un traité qui permet pour les éliminer ?» Évidemment, les puissances nucléaires disent qu'elles négocient, mais qu'il y a toujours des problèmes qui font que, des problèmes de sécurité qui font qu'on ne peut pas faire, qu'il y a des risques de prolifération de tel ou tel pays, donc tant que ces problèmes-là ne seront pas réglés, on ne peut pas avancer sur l'élimination. Mais en 2010, à un moment donné, effectivement, les puissances qui ont renoncé à l'arme nucléaire, on a eu marre, enfin, de voir que les puissances nucléaires ne voulaient pas rentrer dans ce processus-là, et donc ont décidé de lancer ce traité d'interdiction. Donc d'un point de vue théorique, les pays qui ont signé le TIAN et qui l'ont ratifié n'ont plus besoin du TNP, pourraient sortir du TNP pour pouvoir, parce qu'elles n'en ont plus besoin, puisqu'elles ont signé un traité qui est supérieur au TNP en termes d'obligations par rapport à l'arme nucléaire. Est-ce que tous ces pays qui ont ratifié le TIAN, voyant que les puissances nucléaires ne veulent pas les rejoindre, essayent de faire pression sur les puissances, donc une pression supplémentaire, en disant « nous, si d'ici la prochaine conférence d'examen, vous ne nous présentez pas un plan de désarmement, d'élimination de vos armes, nous, on se retire du TNP. » Ce qui mettrait les puissances nucléaires réellement dans l'embarras.
Parce que pour les puissances nucléaires, elles n'arrêtent pas d'affirmer que c'est la clé de voûte de la sécurité internationale, ce traité de non-prolifération. C'est un des rares traités, et c'est le paradoxe, un des rares traités qui est signé par tous les pays. Il n'y en a que 4 pays qui ne l'ont pas signé. C'est un des rares traités. Et en même temps, c'est un traité qui introduit l'inégalité dans la loi. Alors qu'en principe, le principe même de la loi, c'est qu'on est tous égaux devant la loi. S'ils disent qu'ils se retirent du traité de non-prolifération, ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir accéder à l'arme nucléaire, puisqu'ils ont signé le TION. Donc ils pourraient utiliser leur signature du TION pour essayer d'augmenter la pression sur les puissances nucléaires par cette menace, avec leur... bien sûr. Après, il faudrait qu'ils la mettent en œuvre. Parce que, ça dépend du nombre de pays qui les exerceraient. Si c'est les 92 pays qui sont dans le TION, ça ferait quand même réfléchir, je pense, les puissances nucléaires. Ça poserait des vrais débats au niveau de la communauté internationale. Mais si c'est que 1 ou 2 pays qui le font, ça n'aurait pas le même poids. Et donc après, au bout des 5 ans, il faudrait qu'ils s'en retirent, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche. Mais je pense que ça serait quelque chose que la société civile peut porter, a essayé de porter pour le moment au niveau des États, mais on n'a pas trouvé d'États qui veulent porter cette revendication-là de cette manière-là, puisque ces conférences du TNP ne sont ouvertes, enfin en termes de membres pesant dans les débats et dans les choses, c'est les États. La société civile peut être présente, faire des discours, elle en fait des interventions, mais elle ne pèse pas dans les décisions. Pour très rapidement terminer, après c'est plus le débat de qu'est-ce qu'on peut faire, et donc ça c'est bon, je vous ai mis quelques actions, mais j'ai envie de dire ça va être les questions-réponses. La question de l'élimination des armes nucléaires, elle est entre nos mains, à chacun de nous. Et donc c'est quand on arrivera à se mobiliser de manière suffisante, à créer ce rapport de force, qu'on pourra l'éliminer. Sinon, bien évidemment, il ne faut pas attendre des gouvernements par eux-mêmes, même s'ils disent que c'est des armes dangereuses, etc., qu'il ne faut pas les utiliser, qui par eux-mêmes rentreront dans ce processus, bien évidemment. Donc je vais peut-être m'en arrêter là, d'avoir un échange. Merci à vous. Thank you.